Voici deux monstres sacrés de l'univers médiatique noir dans l'Hexagone. Il s'agit a priori seulement de deux Alain. Mais un seul porte désormais ce prénom, c'est Alain Foka. L'autre, lui, se nomme depuis quelque temps déjà Amobé Mévégué. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous l'aurez compris, cette édition de Géopolis est consacrée au parcours de deux figures majeures du monde médiatique du continent noir. Alain Foka, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci aussi à Mobé Mévégué d'avoir accepté notre invitation, tous les deux, malgré toutes vos occupations ici à Lomé, dans le cadre de ce sommet sur la sécurité maritime en Afrique. Comme je le disais à l'instant, vous êtes deux monstres sacrés de l'univers médiatique africain. Lui, c'est un monstre. Moi, je suis plus beau que lui, quand même. Non voilà, quand même. Voilà. Alors, beaucoup plus sérieusement, quelle est l'image que vous voulez renvoyer aujourd'hui au continent africain à travers ce que vous faites, Alain Foka? Une image positive. Je parle pour nous deux sur ce coup-là, je vais me permettre, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que nous cheminons ensemble et que nous vivons les mêmes choses, que nous avons travaillé et travaillons pour les mêmes médias et avons conscience qu'il est venu le moment que nous parlions pour nous-mêmes, qu'on arrête de faire parler les autres pour nous. Et notre démarche est de donner la parole aux Africains, de donner la parole aux jeunes Africains, de donner la parole aux jeunes journalistes africains, à vous, aux médias comme ceux-ci, pour qu'ils parlent de l'Afrique avec un peu plus d'optimisme, sans complaisance, mais avec un peu plus d'optimisme, avec un peu plus de réalisme, qu'on ne nous regarde plus ou qu'on ne parle plus de l'Afrique comme on fait des documentaires animaliers, que ce soit les Africains qui parlent d'eux. Et c'est un peu notre combat à tous les deux qui nous unit, qui nous met sur les routes d'Afrique depuis toutes ces années-là. Alors, Amobé Mévégué, c'est quand même un sacré parcours aussi pour vous, qui vous réclamez de ce panafricanisme. Vous avez fait sauter le prénom Alain, c'est Amobé. C'est dingue. D'un seul coup, j'ai vraiment l'impression que je deviens Mohamed Ali, quoi. Toute ma vie, je réexplique. Et du coup, ce que je veux fuir, on me renvoie vers mes propres turcs. Oui, mais si tu dis Mohamed Ali, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, parce que te mesurer à Mohamed Ali. dans une interview, dans une interview, justement, tu expliques que de toutes les manières, tu as changé de nom, tu es rentré en Égypte ancienne. D'abord, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne fais pas de prosélytisme. Je ne demande pas aux gens de faire comme moi. Mais en tout cas, je trouve quand même qu'il y a une forme d'intolérance. On est quand même le seul continent où on porte des prénoms qui sont originaires de tous les autres continents. On peut s'appeler David, on peut s'appeler Mohamed, on peut s'appeler je ne sais pas qui. Safonguin. Exactement. Voilà. Et ça ne choque personne lorsque d'autres défendent leur patrimoine à travers les patronymes. Moi, j'ai fait une démarche, c'est peut-être parce que je suis un enfant de l'exil africain et que ce sont les Chinois, je vais citer une référence chinoise, qui disent que c'est lorsqu'on s'éloigne d'une montagne qu'on en découvre les pourtours. Il faut quitter son village, sa nation, sa patrie pour l'aimer encore. Et donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à force de quitter le continent, à force de quitter physiquement, spirituellement le continent, on se rend compte, lorsqu'on est dans l'adversité, entre guillemets, qu'on perd beaucoup de choses. Donc il faut se réapproprier soi-même. Et ça passe par les langues, ça passe par le nom. Donc je disais que je ne fais pas de prosélytisme, mais pour moi, ça a été une manière de me reconstituer. Parce que là, tu es parti en France à 5 ans. Hein. C'est ça. Tu n'as savais parler aucune langue de ton pays, le Cameroun. Mais non, et mais là, tu as recommencé, tu as dû apprendre des Tout à fait, tout à fait. De la même manière que les gens ne sont pas surpris qu'on apprenne à parler l'allemand, l'espagnol, l'anglais, ils sont étonnés qu'on puisse parler des langues africaines et qu'on se les réapproprie. Donc je pense que véritablement, pour répondre à la première question, les médias ont un rôle à jouer de reconscientisation, de la réappropriation des Africains par eux-mêmes. Alors, Alain, c'est aussi un parcours exceptionnel. Baccalauréat au lycée de Mbouda. Oui. Voilà. Et puis, malgré le concours de l'ECJ que tu as, mais tu préfères aller faire Sciences Po à Paris. Oui, parce que dans le même temps, c'était une belle époque. C'était une belle époque, même si je n'en ai pas toujours bénéficié. À l'époque, quand on passait son baccalauréat avec une mention, on avait une bourse, sauf si vous aviez réussi le concours d'une grande école. Or, moi, j'avais envie d'être journaliste, mais journaliste avec quelque chose en plus. C'est-à-dire ne pas simplement être journaliste, c'est déjà pas mal d'être journaliste, c'est même très bien. Mais j'avais besoin d'une formation
complémentaires. Et mes idoles étaient des journalistes qui étaient à l'étranger, notamment Roger Guifoli. Bien sûr, à l'intérieur du Cameroun, il y avait des gens que j'admirais. Jean-Vincent Chénéum, ou encore Jean-Claude Tout, que j'ai connu sur la fin. Et c'était des gens qui m'inspiraient, Lucien Mamba. Mais j'avais envie d'aller ailleurs et d'essayer autre chose, surtout que nos parents étaient impressionnés par les médias de l'étranger. Et à l'époque, c'était la Voice of America qu'on écoutait très tôt le matin, Georges Collinet à 5h30 du matin, ou c'était Radio France Internationale. Alors tout petit, je me suis dit, je travaillerai pour Radio France Internationale. Voilà pourquoi je suis parti en me disant, bon, je vais faire des sciences politiques en plus. Et est-ce que ça m'a servi? Je ne sais pas. Ben, puisqu'après, c'est là après, où tu je suis reviens au journaliste. journalisme. Oui, après, Centre de formation des journalistes de Paris. Oui, c'est vrai, vous êtes bien informé. Hein. On essaie. On essaie. Oui, le Centre de formation des journalistes de Paris, qui à l'époque était une très très grande école, qui l'est toujours, mais qui a été supplantée par quelques-unes aujourd'hui. Oui. Et c'était une belle histoire où j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était pour moi un parrain, même s'il n'était pas mon professeur directement, et qui était Hervé Bourges. Hervé Bourges, oui. Qui l'incontournable, Hervé Bourges. L'incontournable, mais il n'a pas été mon professeur. Je suis allé le voir spontanément quand j'étais au CFJ pour lui demander de suivre la fin de ma formation. Et à la sortie, il m'a recommandé un peu. Mais dans des médias qui n'étaient pas africains. Oui, Europe 1. Europe 1, la 5. La 5. Mais j'avais envie d'Afrique. Oui. Vous voyez, l'appel de l'Afrique, c'est plus fort que tout. Et je me suis dit, c'est vrai que je gagnais plutôt bien ma vie à Europe 1, mais j'avais l'impression de ne pas parler aux Africains. D'où l'aventure de Radio France Internationale. Mais avant, il y a eu France Inter. Avant, il y a eu France Inter. J'ai commencé par France Inter, en faisant des flashs, ce qu'on appelait les flashs d'infos à l'époque, qui étaient très frustrants. Puis Europe 1, où j'ai connu beaucoup plus de frustration, parce que là-bas, on estimait que un grand patron de presse aujourd'hui estimait que les Français n'étaient pas encore assez mûrs ou assez prêts pour écouter quelqu'un avec cet accent africain prononcé. Bon, et puis je suis allé faire aussi du reportage, puisque j'étais JRI. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, et tout naturellement. Ok. Alors, mais c'est un parcours qui n'est pas très loin du vôtre, hein, du tien. Exactement. Il y a beaucoup puisque là, il y a du cinéma au départ. Exactement. Lui a un cursus vers la science politique et moi vers le cinéma, mais la réalisation. Oui. Donc je me dis toujours que ces métiers-là, ceux de l'image, sont ceux vers lesquels il faut que les Africains aillent. Donc je fais un double cursus. Je fais une fac, Paris 8, une fac un peu alternative. Moi, je suis un enfant de province, j'arrive à Paris, c'est le début de la FM. J'ai la chance d'être là au début des FM, des premières radios noires. Je rencontre les Manu Dibango, j'ai 16 ans, 17 ans. Je rencontre les Myriam Makeba, les Youssou N'Dour. Tabala FM. Tabala FM, les premières radios. Tropical FM. Tropic FM, les radios des Antillais, etc. Et je suis mes études en parallèle. Donc le cinéma, je fais un conservatoire, ce qu'on appelle le conservatoire du cinéma. Je suis premier prix en réalisation QV 92. Voilà. Donc il y a ces deux mamelles-là, l'image, le son. Et on est quand même dans une époque où on a la chance, le privilège de faire l'apprentissage de son art, entre guillemets, sur le tarmac, en direct. On apprenait la radio en direct. C'était le début des radios noires. C'était la première fois dans un monde occidental où, en dehors de Stevie Wonder, qui avait sa radio à Los Angeles, eh bien, des Noirs avaient leur radio. Et moi, j'ai eu cette chance d'être là, de voir Youssou N'Dour, de voir Ekambi Briand, et de me dire, tiens, ça fait rêver, on peut parler, on peut toucher les populations, on peut raconter leur épopée. Et en parallèle, il y avait donc le cinéma et l'idée de faire des longs métrages, de faire de la vidéo, ce qui m'a amené plus tard à faire de la télévision, etc. etc. Alors, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est celui de faire avancer le monde noir? C'est pour vous une priorité? Pas le seul combat, mais une priorité. Pas le seul combat, une priorité, parce que les autres font avancer leur monde sans que cela ne gêne personne. Vous ne voyez pas quelqu'un dire « je ne vais pas faire avancer ma communauté ». Et on est entré dans un monde qui est très, très communautariste, mais où nous sommes un peu, on va dire, ceux qu'on a colonisés dans leur esprit. On dînait avec une personnalité politique de premier rang de notre pays, avec qui on a discuté toute la soirée de cette colonisation de l'esprit. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle la langue de quelqu'un, nos référentiels sont ceux de l'autre, nos réussites sont par rapport aux autres, c'est-à-dire il faut qu'on ressemble aux autres pour penser qu'on a réussi. Et on nous a tellement colonisés que même nos vêtements, notre façon de penser est celle des autres. Et à aucun moment nous nous disons,
est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que nous n'avons pas notre personnalité propre? Est-ce que nous ne devons pas nous regarder tels que nous sommes, plutôt que tels qu'on voudrait que nous soyons? Et je pense que le moment est venu de dire, voilà, nous avons une culture, nous avons une civilisation forte, nous avons des rites forts, nous avons une pensée forte, nous avons eu des ancêtres qui ont légué des choses importantes, et que nous retrouvions à travers cela, que nous retrouvions notre réelle identité, pas seulement par rapport à l'autre. Ce n'est pas combattre l'autre. Je ne suis pas de ceux qui, et Amobé non plus, puisque je pense le connaître là-dessus, de ceux qui pensent que c'est toujours contre l'autre. Non. L'autre a sa logique. Nous devons aussi défendre la nôtre et défendre nos intérêts. Et notre démarche, c'est de dire, OK, il y a des Africains qui ont vécu en Afrique, qui connaissent leur village, qui ont leur réalité et qui ne sont pas malheureux. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés en Europe qu'ils sont malheureux. Ce n'est pas parce qu'ils ne portent pas les vêtements de marque qu'ils sont malheureux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas lu Alfred de Vigny ou Voltaire qu'ils sont malheureux. Il y a d'autres penseurs chez nous. Peut-être qu'il faut promouvoir aussi notre culture à nous. Et ça passe par nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous regarder comme des curiosités qui va parler de ça. Et vous voyez bien que le monde se détruit par le fait des autres, souvent. Et nous sommes impactés. Quand vous regardez l'Irak, guerre provoquée par des Américains pour des raisons mensongères, qui est en train de détruire le monde. La Syrie aujourd'hui, mais la Libye est en train de nous détruire. Et on a utilisé les grands principes qu'on nous a imposés pour détruire ces pays-là. Nous n'avons pas eu le droit au chapitre. Il n'y avait aucun média africain pour dire non, on n'en veut pas. On n'écoutait que les médias internationaux qui disaient c'est pour la démocratie, c'est pour amener la démocratie dans ces pays-là. L'heure où c'est le chaos, personne n'est plus là pour montrer la Libye. Et les Africains non plus ne montrent pas cette Libye qui est en train de mettre un désordre extraordinaire dans les pays qui entourent ces territoires-là. C'est-à-dire le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Mali, etc., etc. Donc ça devient une urgence que nous parlions de nous, que nous ayons notre propre média, que nous nous réapproprions notre histoire, nos langues et notre culture, tout simplement. Et je le fais moins que lui, hein, parce que lui, il le vit vraiment. Voilà. Alors, Amobé, tu dis, on ne demande pas à un Chinois de renoncer à son identité, on le considère comme un Chinois, pendant qu'à un Africain, on demande finalement de devenir français quelque part, ou alors occidental. Je dis qu'à un moment donné, il faut que les Africains on arrête de nous plaindre. Il faut qu'on cesse de dire que c'est toujours la faute des autres. Je parlais du monde noir tout à l'heure, mais la vie, c'est une compétition. Quand on a la chance d'être né sur un continent qui a inventé les premières civilisations, qui ont elles-mêmes inventé la trigonométrie, les mathématiques, les sciences politiques, etc. Et que quand on découvre à l'école, qu'on nous enseigne que c'est la Grèce antique qui est le foyer de toutes les civilisations, et qu'on se rend compte qu'il y a quand même 5000 ans de civilisation aujourd'hui derrière nous, qui ont ensuite engendré du copier-coller, puisque les Pythagore et tous les autres sont venus en Grèce antique, et de se dire que... En Égypte. En Égypte, ouais, voilà. et de se dire que ce continent est aujourd'hui la risée de la planète, alors que c'est lui qui impulse l'économie, que par la traite négrière, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a vraiment ce qu'on appelle l'aliénation, c'est-à-dire une espèce de pathologie psychologique qui fait qu'on a des comportements qui ne sont pas vraiment cartésiens. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est un privilège, je l'ai vécu comme tel. Le hasard de la vie a fait que je sois devenu l'un des Africains, si ce n'est l'Africain le plus diffusé du continent, parce qu'à un très jeune âge, les circonstances m'ont placé en radio, en télévision, en même temps sur plusieurs segments, en impactant des millions de gens. Donc, on se pose quand même une question de savoir, mais qu'est-ce qu'on balance comme message? Et quand on est dans des grandes machines, où on voit comment on déconstruit ou comment on construit des messages, on se dit, mais quand on met des images du Zambèze pour parler d'un autre pays, ça veut dire qu'on peut mentir à des gens. Donc, c'est né naturellement. C'est venu presque de manière atavique de se dire que c'était normal de défendre les couleurs africaines, mais comme il l'a dit, par tout simplement sentiment naturel d'appartenance. Il n'y a pas d'agressivité. On est les seuls à qui on parle de communautarisme. Je donne un exemple. Moi, j'ai créé des magazines, papier, j'ai créé une chaîne de télé aujourd'hui qui s'appelle YouBiz News. Foka a fait des choses extraordinaires et il vous en dira un mot tout à l'heure. Mais lorsque l'on vit en France, en Europe, et qu'on voudrait par exemple que Paris Match relate ce que nous sommes, on n'existe pas. Jamais. Tu t'en vas créer ton magazine où tu dis, bon, ils ne veulent pas parler de nous, on va parler un peu de nous. Là, on dit, mais vous faites du communautarisme. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas exister, disparaître? Donc, c'est tout le combat et le sens de la responsabilité pour ceux qui ont la possibilité de créer des entreprises, d'être actifs
proactif sur le secteur notamment des médias, parce que c'est celui qui construit l'imaginaire. Et c'est comme ça que le plan Marshall a permis aux États-Unis de conquérir la planète, parce que derrière cette Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi du business. Hein, absolument. Et l'Afrique a tout pour aujourd'hui tropicaliser la mondialisation, et c'est ce que nous sommes modestement en train de faire. Donc c'est en train de tropicaliser la mondialisation. Voilà, parce qu'on a souvent dit que l'Afrique tropicalise tout. Donc si on peut tropicaliser la mondialisation, certainement que c'est une avancée. Tout à fait. Voilà. Alors, donc c'est entendu, quand je vous écoute, que la question des médias ou de l'intégration des Noirs dans les médias en France, on avait quand même vu un combat il y a quelques années, Kaliss Weyala et tout le monde, ça n'a pas beaucoup bougé. On ne doit pas regarder ça de mon point de vue en ces termes-là. Oui. On n'a pas forcément besoin de briller sur leurs médias. Je veux dire, à aucun moment on se dit, est-ce que sur les médias camerounais, il y a des Français? Des Français vivent bien au Cameroun. D'accord? Et des Français vivent bien quand on regarde les médias africains, même s'ils ne viennent pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas assez riche pour pouvoir les payer. Mais ça ne nous vient pas à l'esprit, en tout cas ça ne leur vient pas à l'esprit de réclamer à être dessus. Seulement voilà, s'il y a eu ce débat en France, c'est parce que la France a des Noirs, d'accord, qui sont français. Mon fils, depuis des siècles. Depuis des siècles. Et même si, au-delà de ceux qui sont là depuis des siècles, mon fils ne connaît que la France. Mes enfants ne connaissent que cet endroit, donc ils sont en droit de demander à être là-bas. Mais pour moi, le combat, à mon niveau, en tout cas, ne se situe pas là-bas. Ça se situe ailleurs. Je pense que nous n'avons pas besoin forcément d'être sur leurs médias. Je pense que nous avons besoin de créer nos médias. Pour moi, c'est une bagarre de depuis longtemps. Cette page-là, tout à fait. Je veux dire, dans ces médias-là. Je veux dire, le désir de faire entendre la voix des Africains remonte à très loin chez nous. On en discutait dans les couloirs de RFI. J'ai créé un magazine, il y a 20 ans aujourd'hui, qui s'appelait Médias d'Afrique. Médias d'Afrique, oui. Médias d'Afrique sur l'antenne de Radio France Internationale, c'était un pari. De dire, voilà, je crée un espace où les éditorialistes africains vont donner leur point de vue sur l'actualité internationale, qui très souvent était en décalage avec ce qu'il y avait sur place. J'ai pris beaucoup de coups. Contrairement à ce que l'on a dit, c'est moi-même qui ai arrêté. Parce que faire 15 ans de quotidienne, au bout d'un moment, on se dit qu'on tourne un peu en rond. Mais l'idée n'est pas d'aller sur leurs médias seulement. L'idée, c'est de créer nos médias. C'est de dire, voilà, quand vous venez sur Equinox, c'est une voix africaine qui peut être écoutée aujourd'hui, et c'est le cas en France, ça, bientôt aux États-Unis, un peu partout dans le monde. On va pouvoir créer nos médias qui permettent d'avoir notre point de vue sans avoir à passer par celui de l'autre. Parce que si celui qui paye commande, si vous êtes sur un média de quelqu'un, il vous impose sa ligne éditoriale. Or là, il s'agit de quoi? Mévégué crée une chaîne qui s'appelle YouBiz News. Mais la pensée de Mévégué, il sait ce qu'il veut mettre sur cette chaîne. Sans influencer les journalistes qui sont à l'antenne, il y a un choix éditorial, il y a une ligne, il y a une cible pour ce média-là. Et je pense que le débat n'est pas d'aller sur les médias des autres, c'est de créer les nôtres. Et que nous, qui n'avons pas suffisamment de moyens, que nous puissions nous réunir pour avoir des produits qui soient de bonne qualité, mais qui reflètent notre mode de pensée, notre vision du monde. Sans complaisance, j'insiste toujours sur le sans complaisance. Quand on raconte notre histoire, je fais un magazine d'histoire, quand je raconte cette histoire-là, et j'écoute celle qui était racontée avant, je sais très bien qu'il y a une différence fondamentale dans la manière de raconter. Les autres regardent avec condescendance, moi je regarde avec respect. Et ce qui paraît être des détails pour eux, pour nous, ce n'est pas des détails. Et je pense que tant que c'est l'autre qui va raconter notre histoire, ce sera l'histoire de la chasse qui est toujours racontée par le chasseur. À aucun moment, il vous dit qu'il a fui, il est monté dans l'arbre. Non, il vous raconte qu'il a tué le gibier. Voilà, dès que le gibier s'est pointé, il l'a abattu. Et il était très, très... Et vous connaissez la loi de la jungle. Voilà. C'est que le lion doit courir plus vite que la gazelle pour la manger, mais la gazelle peut courir plus vite que le lion pour lui échapper. Chacun a sa chance, en fait. Alors, à mauvais, parfois tu es un peu plus dur. On t'accuse aussi d'être à la limite extrémiste. Tu as entendu ça, ces critiques-là? Mais j'ai entendu tout et n'importe quoi. Par exemple, tu dis que depuis Joséphine Baker, en 1923, il n'y a rien eu.
on n'a pas changé. Il n'y a pas eu quelques évolutions des Noirs sur la place. Je ne pense pas avoir dit ça. Et puis, Oui. mon combat quand je me lève le matin n'est pas la noircitude. Moi, j'ai des amis qui sont de toutes les origines, qui sont des Blancs, des Français. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose. Cette histoire d'appartenance, il y a des gens qui veulent donner des leçons de panafricanisme, de panafricanité, d'afrocentricité. Moi, je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai non seulement accompagné beaucoup de mouvements, mais j'étais là aussi au moment où certaines choses se faisaient, à l'instar d'un Alain Foucault. Donc, je trouve que c'est quand même incroyable que lorsqu'on revendique son Afrique, on est stigmatisé. Ah, il en fait trop avec ses boubous, ses histoires. Moi, je vous dis juste une chose. Lorsque je fais une interview de David Bowie, que j'ai ce privilège, cette chance de faire une interview de David Bowie, qu'en 2005, il ne donne que 2 interviews en France, une à Guillaume Durand et une à TV5, et que j'ai ce privilège de faire l'interview de l'une des plus grandes légendes pop stars de la musique africaine. De la musique, vous voyez, de la musique internationale. Je ne savais pas qu'il était africain. Il est de quel pays? Mais non, mais son Il est d'où? épouse, le lapsus vient de là. Éthiopien, hein? C'est que son épouse, Iman, est africaine. Oui. Et que si je suis paré d'étoffes royales africaines, si je porte le ndop ou bien si je porte le baume aussi, quand mon image porte à l'international, c'est une parcelle d'africanité que l'on voit. Et que les petits frères et les petites sœurs qui sont dans les marchés à Makepe, qui sont dans les marchés un peu partout, qui se disent que, ah tiens, on a vu David Bowie, mais on a vu quelqu'un, il porte les mêmes habits qu'on porte ici. Parce qu'il y a toujours ce snobisme, et je ne veux pas citer Thomas Sankara, qui choisissait quand même une journée, le vendredi. Je trouve ça quand même incroyable qu'on soit encore obligé de se justifier. Qui sont les prédicateurs de cette planète pour dire que le standard de l'habillement honorable, c'est le costume, cravate, etc. On a des tenues royales. D'ailleurs, je vous annonce que je lance une marque de luxe d'inspiration africaine avec costard et consorts pour dire qu'il faut qu'on arrête de se plaindre. Il y a aussi les sous-vêtements. Des sous-vêtements. Je ne répondrai pas à cette question. Si ça n'est qu'en présence de mon avocat. Alors, il y a un autre chantier qui vous tient à cœur, c'est celui justement de cette plateforme UBiz News, Vox Africa, Equinox Télévision, qui se déploie de plus en plus sur le continent africain pour la couverture des événements, notamment celui de Lomé où nous nous trouvons en ce moment, sommet sur la sécurité maritime en Afrique. Alors, est-ce que comment vous est venue cette idée? Certes, elle va dans la droite ligne de ce que nous expliquez, mais qu'est-ce que vous visez finalement? La finalité d'une telle initiative, c'est quoi? Un peu plus de force. Un peu plus de force. Je pense que cela va de soi. Dans ma tradition bantoue, globale, on dit une main ne peut pas se laver. C'est l'association des 2 mains qui se lavent. Nous ne sommes pas riches. Nous n'avons pas de gros moyens. Financiers, j'entends. Mais nous avons des cerveaux. Et tant que chacun évolue de son côté, on sera toujours petit. Notre combat, depuis plusieurs années, des dizaines d'années, on a entamé ce type d'opération il y a longtemps, ça a toujours été de nous mettre ensemble. Figurez-vous que nous avons lancé, ça fait quoi? Ça fait 20 ans déjà. 20 ans. Ça fait 20 ans, hein? 20 ans, une opération qui allait de pays en pays pour tourner des magazines pour donner aux télévisions africaines. Amobé présentait ce magazine qui s'appelait Afrotime. J'en faisais un autre qui s'appelait Décideur. Le but, c'était de dire les télévisions africaines n'ont pas les moyens de tourner des gros magazines à travers le continent. Peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse pour leur donner tout simplement à diffuser, pour qu'il y ait un autre son de cloche avec un peu plus de moyens. Maintenant que les télévisions se libéralisent, nous nous battons depuis des années pour qu'ensemble, on ait des plateformes qui fonctionnent. Parce qu'on n'a rien inventé, mais vraiment rien. Quand vous regardez France 24, qui fait partie de la maison dans laquelle je travaille, vous verrez des sujets qui soient de France 2, vous verrez des sujets qui soient de TF1, vous verrez des sujets, des images qui viennent de Arte et de toutes les chaînes de télévision françaises que vous pouvez imaginer. C'est normal. Mais dans nos télévisions africaines, qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas envie de nous mettre ensemble pour faire des choses positives? Alors nous travaillons à unir les télévisions. Nous travaillons à mutualiser les compétences, à mutualiser les productions tout simplement. Et je pense qu'on a un partage de points de vue avec Vox, puisque Jules Domché, qui est un jeune frère et un jeune journaliste dont je suis plutôt fier, et Séverin Tchounkeu partagent cette vision.
Mais croyez-moi, on rencontre d'autres personnes. Et la porte n'est absolument pas fermée. Mais c'est de dire, les grands événements comme ceux-là, quand vous regardez nos hommes politiques ou nos dirigeants ou nos chefs d'entreprise, quand il y a un grand événement, on les voit sortir et entrer. Je travaille sur les images à longueur d'année. Et je monte les images d'archives. À chaque fois où vous cherchez un chef d'État de l'époque, il faut aller dans un sommet qu'il y a eu pour avoir son image. Il entre, il sort, il descend de l'avion, le protocole, un journaliste lui tend le micro pendant 20-30 secondes, on le revoit partir et on l'aperçoit sur la tribune. Ça se limite à ça. Jamais vous n'avez une émission complète avec un chef d'État, avec un chef d'entreprise. Ça veut dire qu'on ne peut qu'être caricatural avec nos dirigeants. Et je suis bien placé pour le savoir parce que dans nos maisons, quand je regarde, je n'ai jamais vu une interview d'un chef d'État africain ou d'un chef d'entreprise africain qui ait duré 30 minutes. Généralement, c'est des bribes. C'est des bribes. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le caricature? Quand il sort de là et dit « je ne veux pas qu'il y ait négociation pour ceci ou pour cela ou pour machin », il a parlé pendant 2 minutes, on garde 30 secondes. On a déjà travesti sa pensée. Donc du coup, on se dit « c'est gagnant-gagnant pour tout le monde ». C'est de dire on va faire une plateforme où on fait des choses positives, où on fait des choses larges, que l'on peut partager ensemble, des choses que l'on mutualise, et ça permet aussi à ces dirigeants, à ces chefs d'entreprise, à ces artistes de s'asseoir et de parler sur la longueur. Parce que je vois beaucoup de gens qui s'asseyent le soir, il y a un débat sur les primaires aux États-Unis d'Amérique, ça dure 2 heures. Il y a un débat sur France 2, sur TF1, sur les primaires aussi, ou un magazine, ça dure 2 heures. Ça n'existe pas chez nous. Mais si je peux appuyer le propos d'Alain Foucault, c'est que je pourrais même faire une métaphore. Cette initiative, c'est un peu le vœu pieux qu'on projette pour l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, tout est relatif. On ne fait pas non plus une chaîne de télé avec 2,50 francs CFA. Il faut payer des satellites, il faut payer des locaux, il y a des studios, il y a tout ce que vous ne voyez pas, les salaires, etc. Donc la mutualisation, c'est aussi le thème de ce sommet. Autour de la sûreté et de la sécurité maritime, la mutualisation des compétences africaines pour améliorer les performances. Ensemble, on est bien plus fort. Donc l'idée, c'est ça, c'est de mettre en place cette plateforme. C'est un premier jalon. Il y a bien sûr des portes qui sont ouvertes puisque nous avons d'autres partenaires avec lesquels, capitale par capitale, nous sillonnons cette voie d'intégration africaine par les médias. Et je pense que c'est la voie absolument incompressible par laquelle nous devons passer parce que sinon nous allons disparaître. Je vous rappelle quand même qu'il y a une guerre incroyable, des tuyaux, des satellites qui abreuvent notre continent. Nous sommes le continent de tous les potentiels, celui où la croissance est la plus importante. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est de générer de la plus-value sociale et de la redistribuer. Donc nous pouvons, sur l'industrie des médias, sur les industries culturelles qui sont pourvoyeuses aux États-Unis du plus grand nombre de devises, très loin devant l'industrie de l'armement. Imaginez l'Afrique, imaginez tout ce qu'on a à digitaliser, imaginez nos archives, nos musiques, nos rythmes. J'ai fait un lapsus tout à l'heure en parlant de David Bowie, l'Africain, mais en fait, la première star africaine mondiale, c'est Bob Marley. Toutes les musiques d'ascendance africaine sont aujourd'hui le pop, rock, reggae, soul, hip-hop et consorts, même l'électro. Il y a un lien avec l'Afrique. Donc la jeunesse africaine, ce n'est pas simplement une figure rhétorique. Elle existe et elle doit bénéficier de tout ça. Et ce que nous faisons, c'est un jalon avec d'autres opérateurs pour mettre en lumière ce potentiel. Et sans être en concurrence avec quelqu'un en particulier. On tient à le dire parce qu'on écoute pas mal de choses. La concurrence, elle est source d'émulation et il faut qu'il y ait des autres, il faut que les autres aussi travaillent. Et si d'autres aussi peuvent créer certaines plateformes, on est d'accord avec ça. Aussi. Voilà, c'est tout. En même temps, une initiative comme celle-là, elle a besoin de soutien, naturellement, sur le continent même. Et comment est-ce qu'elle est accueillie à présent par les décideurs, notamment par les acteurs sur le continent? Timoré, plutôt positif pour l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que nous avons rencontré était enthousiaste. Mais entre l'enthousiasme et le fait de soutenir, on attend. Mais une chose est certaine, c'est que chacun était content de venir sur le plateau. Et que chacun était content d'avoir eu le temps de s'expliquer. Que ce soit les gens de l'opposition, ou les gens du pouvoir, ou les dirigeants d'entreprise. Ceux qui sont venus nous voir disent « vous nous avez donné le temps ». Je pense que vous avez regardé sur... Et remarque qu'il passe sur plusieurs canaux de diffusion.
Vous avez quelqu'un qui dit, j'ai vu l'émission sur Vox. Un autre qui dit, moi j'ai regardé telle émission sur UBiz News. Et quelqu'un d'autre qui dit, non, c'est sur Equinox que j'ai regardé l'émission. Donc tous sont contents. Maintenant, il va falloir accompagner, parce que tout ça, c'est gentil de nous féliciter. Mais comme vient de le dire les tonnes en face, il est important qu'ils soutiennent tout simplement les différentes chaînes. Oui. Ces 3 chaînes de télévision qui ont pignon sur rue et qui travaillent dans des conditions tout à fait internationales. Je veux dire, UBiz News est installé à Paris, avec des studios, avec des locaux, avec du personnel. Vox est installé sur le continent et à Londres, avec du personnel. Equinox est installé au Cameroun et étend ses tentacules dans plusieurs pays aujourd'hui. Ça n'est pas un jeu, c'est une grosse aventure. Et une grosse aventure où surtout les chefs d'entreprise du privé doivent comprendre qu'ils ont là une plateforme qui les rend plus présents. Parce que pendant une certaine campagne, au Gabon, on a surtout dit que nous étions les meilleurs. Hein. Il est dangereux, il monopolise la parole. Le tigre ne brandit pas sa tigritude, il brandit sur sa proie et il la dévore. Olé Shoyinka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas attendu de demander aux uns et aux autres, est-ce que vous pensez que dans l'absolu, il eût été bien que nous fussions ensemble afin que, plus que parfait du subjonctif. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Plus que parfait du subjonctif. Oui, mais j'attendais que tu puisses dire que c'est facile de dire la perfection incarnée. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un moment où on n'a pas besoin de demander l'avis des uns et des autres. Faisons d'abord. Arrêtons de pleurnicher, de nous plaindre, de geindre, de gémir. Oui, les Africains, on n'a pas eu ça. On n'a pas. Ça, c'est du Amobé premier. Nous devons faire des choses et nous les faisons dans les standards et la qualité. Je mets quiconque au défi sur les bases éditoriales journalistiques de venir discuter la perfection n'étant pas de ce monde, on peut toujours discuter. Mais techniquement, éditorialement, nous faisons en sorte que les téléspectateurs africains aient le droit de déguster des produits de qualité parce que c'est notre responsabilité. Ensuite, maintenant, les autres viendront nous accompagner, mais ils n'auront pas le choix parce que c'est leur intérêt aussi. La visibilité, vous imaginez, l'agrégation de 3 chaînes en termes d'audience, voire plus si affinité, est irrésistible lorsqu'on est un annonceur, un acteur du secteur privé. Et ce ne sera pas seulement des rendez-vous de cet ordre-ci. Ça ne va pas être seulement des sommets. Nous préparons des choses. On prépare des magazines, on prépare des grands rendez-vous. Non, on balance. On a dit qu'on balançait. On a dit qu'on balançait. Parce que... Oui, alors... Bon, j'entends Séverin Touré qui dit derrière... Parce que dès qu'on a parlé d'argent, là, on l'appelle Nongui. Le trotskiste qui est devenu capitaliste. Je vous signale que tous les plus grands révolutionnaires sont de grands bourgeois. Oui. De Che Guevara en passant par tous les autres. Des illusions perdues de mai 68, alors. Merci. Voilà. Les 68 ans en même qui temps, font... moi, je suis dans le maquis. Il était en culotte. Moi, j'étais dans le maquis. Alors, sur le théâtre d'opération, sur les différents théâtres d'opération, pardon, vous avez couvert le Gabon il n'y a pas longtemps, mais on a vu là qu'il y avait beaucoup de tensions à un moment donné et surtout d'accusations. On a pu dire que oui, vous aviez pris un parti. Quelquefois, quand vous receviez un candidat, on disait oui, vous êtes pour Ping, plutôt vous êtes pour Ali. Comment on gère tout ça dans une... Quand des deux côtés, on vous accuse d'être dans une entreprise comme celle-là. Oui, c'est plutôt encourageant. Vous ne serez jamais tout à fait au milieu pour les gens. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. On nous a accusés d'être pour Ping, à tel point que certains partisans d'Ali nous ont pris à partie. Vous étiez à Libreville. Ensuite, d'autres nous ont accusés d'être pour Ali. Donc, finalement, si tout le monde est persuadé qu'on était pour l'un et pour l'autre, ça veut dire qu'on devait peut-être être au milieu. Non, soyons sérieux, on fait un métier où, quand vous sortez d'antenne, ça fait une vingtaine d'années, vous avez toujours ces jugements-là. Et les esprits chagrins ont vite fait de construire leur film autour de la question. Je ne pense pas que quand on entre à l'antenne, on se dit qu'est-ce qu'on va penser de moi en termes de je suis de quel côté ou pas. Vous vous dites, le plus grand nombre, est-ce que ça lui plaît ce que je fais? Et je pense que c'est ce qui nous a toujours animés, tous les deux. On a été tout.
on va sortir, on va vers la fin de ce programme, mais je voulais quand même qu'on parle de quelques-unes de vos productions. Vous faites un travail, disons, extraordinaire sur les médias, à l'Infoca, sur l'Afrique, ce que vous produisez, ces coffrets, vous revisitez cette histoire de l'Afrique. Est-ce que c'est un travail facile? Est-ce qu'il se comprend bien où vous êtes? Je dois plutôt être content, parce que quand j'avais commencé Archives d'Afrique, pour moi, c'était une histoire qui devait durer 3-4 ans. Quand Alex Taylor m'a dit « Allons-y pour Archives d'Afrique », qui était le directeur des programmes de RFI à l'époque, je m'étais dit « Oh, 3-4 ans ». Et puis au bout de 4 ans, je me suis rendu compte qu'une émission qui était celle d'histoire avait été récupérée par les Africains eux-mêmes. Et que dans les charts, c'était la première émission en termes d'audience. Et que 20 ans après, ça reste la première émission en termes d'audience sur l'antenne de RFI. Et que par défi, j'ai fait des coffrets, quand Hachette vend des coffrets sur un produit, il en vend maximum 2000. Et qu'Archives d'Afrique, chaque coffret a vendu au moins 12 000. Et ce n'est pas au prix d'Hachette. Hachette les vend à 10 €. Moi, je les vends à 100 €. Parce que ça coûte cher. Mais ça coûte cher parce que les archives coûtent cher et que c'était un pari. Et aujourd'hui, quand je regarde la page Facebook d'Archives d'Afrique, c'est la première sur l'antenne de RFI. 600 000 amis. Donc si je suis ingrat au point de ne pas être reconnaissant à tous ceux-là qui ont fait cette émission, parce que ce n'est pas moi, je serais vraiment impardonnable. Mais c'est aussi une somme, c'est aussi une marque de confiance qui vous oblige à travailler davantage, parce que vous restaurez l'histoire d'un continent qui n'a pas été raconté. Donc je me trouve aussi dans l'obligation de continuer cette aventure chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus, et qui me ruine un peu parce qu'on a beau dire qu'on vend à ce prix-là, vous savez, le prix d'une minute d'archives, ça coûte tout simplement 2000 €. Et que quand vous regardez les coffrets, ça coûte une fortune. Mais seulement, je suis content de le faire parce que les Africains me manifestent de l'intérêt. J'en profite sur l'antenne de l'Equinox pour dire qu'ils peuvent l'acheter sur le site de archivesdafrique.com et qu'il y a une application Archives d'Afrique. Donc allez-y vite parce que avant que je ne sois fauché. Alors, mais avoir accès à ces archives sur très compliqué parce que... Comment tu travailles pour avoir accès à tout cela? Je vais chercher nos archives dans les pays de l'ancienne Europe de l'Est. Vous y croyez, vous? Ah bon? Vous allez en Roumanie, vous allez en Hongrie, vous allez en Russie. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Parce qu'eux, à l'époque, ils avaient la tradition du KGB. Avec les pays communistes. Ils récupéraient tout ce qui traînait. Et nous, pendant ce temps, nous avons détruit toutes nos archives. Donc vous allez là-bas acheter. Bon, il y a aussi l'INA, il faut lui tirer. L'Institut national audiovisuel. L'Institut national de l'audiovisuel, chez qui j'achète des archives pour faire ces coffrets-là. Et c'est une aventure chaque semaine. Donc chaque semaine, quand vous écoutez Archives d'Afrique, j'ai passé minimum 20 heures à faire une édition. Voilà. Et alors, en Afrique, c'est bien reçu? C'est très très bien reçu. Vous êtes plutôt populaire. Oui, vous avez vu les photos tout à l'heure. tout à fait. Et surtout les filles, c'est bizarre. Je ne savais pas que les filles écoutaient Archives d'Afrique. Là, elles arrivent et puis elles frétillent du croupion et je suis content. Alors c'est une aventure extraordinaire. Vous rencontrez des historiens sur le continent aussi? Vous les consultez? Oui, je suis en train de travailler avec des historiens sur quelque chose qui, de mon point de vue, va changer l'esprit d'Archives d'Afrique. C'est de créer une petite académie avec les historiens où on va regrouper l'histoire de notre Afrique et la réécrire à travers un document qui soit vraiment... Et donc, on a réuni avec 2 partenaires une trentaine d'historiens africains avec qui on travaille et où on a pris un local à Abidjan où on se retrouve de temps en temps. D'accord. Alors, Amobé, ce journal de la culture sur France 24, c'est un événement, c'est un temps fort, c'est aussi une consécration pour toi? Disons que c'est la continuité et encore une fois le privilège de pouvoir, en marge des activités que nous avons décrites tout à l'heure, continuer à produire des magazines sur des médias internationaux. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas forcément de rivalité. On peut très bien zapper d'une chaîne à une autre, consommer tel, il y a de la place pour tout le monde. Donc effectivement, depuis longtemps maintenant, ça fait pratiquement 7 ans, 7 ans, j'ai la chance de présenter le journal de la culture sur France 24 et de coproduire une émission sur TV5 Monde, qui est un talk qui s'appelle Africanité, avec Lise Loretia, Christian Eboulet, autour de la thématique sociétale africaine. Mais c'est le prolongement de ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'effectivement,
On est là pour produire des contenus, on est là pour mettre en visibilité l'Afrique, mais on est là aussi pour accompagner une nouvelle génération et servir de passerelle, de courroie de transmission, parce qu'il y a des nouvelles faces qui jaillissent, des nouveaux visages, des nouvelles voix. Il faut les mettre en avant. Et justement, cette plateforme a cette vocation aussi, c'est de produire des contenus, de donner de la visibilité aux acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle du continent, mais aussi de permettre l'éclosion de nouveaux talents, de jeunes journalistes sur Vox, sur Equinox, sur YouBiz News. J'en profite pour annoncer qu'il va y avoir beaucoup de changements sur YouBiz News. Moi-même, j'arrive avec un talk. Il y a un magazine dédié chaque semaine aux médias, qui est présenté par Martin Mbita, une émission incarnée autour des musiques du passé, Oldies Goldies, des émissions politiques. Donc on a construit cet écran par Touche un film comme un bon restaurant, c'est-à-dire d'abord la qualité et ensuite on monte en puissance avec de nombreux Et le produits. journal Afrobiz? Le journal Afrobiz, c'est l'ancêtre de YouBiz. Oui. Parce que je me suis rendu compte que les problèmes, d'ailleurs, monsieur est très associé à cette aventure, Afrobiz, c'est aussi un journal pionnier. C'est une aventure africaine où des capitaines d'industrie décident de tirer 50 000 exemplaires d'un papier glacé qu'ils ventilent sur toute l'Afrique. Et on se rend compte, en fait, que l'Afrique n'est pas souveraine, que la distribution est contrôlée par d'autres, la distribution en Afrique, que les maisons qui ventilent justement les supports papier africains ne sont pas africains, que la publicité appartient à des grands groupes exogènes à l'Afrique et que l'Internet est arrivé, je me suis dit, il valait mieux basculer vers la télévision. Mais Afrobiz revient dans une nouvelle formule en papier et gratuit. Oui. Mais vous étiez allé sur Internet aussi, il y a eu un développement sur Internet du journal Afrobiz. Oui, bien sûr. Ça n'a plus de sens. La télévision, c'est Internet. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qu'il est sur Internet, est-ce que vous savez quelle est la chaîne de télévision la plus regardée du monde? Vous savez quelle est la chaîne de télévision la plus regardée du monde? C'est laquelle? C'est YouTube. Ah, YouTube, C'est oui, tout à YouTube. fait, bien ça sûr. ne veut rien dire. Oui, c'est la télévision, c'est Internet. Internet, c'est tout. C'est tout, Le grand voilà. challenge. Et c'est pour ça qu'on considère que les puissances publiques africaines doivent prendre au sérieux ce qui se passe. Il y a un bond technologique aujourd'hui avec l'accès à l'Internet, la 3G, la 4G. Tout le monde doit avoir accès à Internet. Le terminal, aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télévision de manière linéaire. Aux États-Unis, ça décroît. On ne s'assied plus comme ça. Chacun a son téléphone portable, son téléphone sur lequel il peut regarder Equinox, Fox, YouBiz News. Et il faut donc produire des contenus. De la même manière qu'il faut arrêter d'aller s'inscrire sur .com. Il faut aller sur le .africa. Parce que l'Afrique a besoin de contenu. Nous avons besoin de produire, de consommer africain. Et ça n'est pas faire injure au reste de la postérité humaine que de se dire que, OK, on parle anglais, on parle allemand, on consomme le reste du monde. On doit aussi consommer africain. Alors, Alain, sommet sur la sécurité maritime ici à Lomé au Togo. Comment voyez-vous un événement comme celui-là en ce moment-ci? Est-ce que vous trouvez suffisamment de volonté de la part des pays africains pour répondre à cette menace? Vous voulez que je dise du mal, en fait. En fait, vous voulez que je dise du mal. Non, pas du tout. Non, très sérieusement. Autant le sujet est important, autant je suis un personnage qui croit moins à l'Union africaine. L'Union africaine est un bel outil, mais il va falloir que les dirigeants qui l'entretiennent, qui la construisent, commencent à la rendre efficace, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas que des sommets. Autant vous rencontrez des dirigeants africains, des chefs d'État, je ne vais pas dire comme d'autres qui font croire que les chefs d'État africains sont toujours des grands dictateurs qui ne pensent qu'à eux, etc. Autant vous les rencontrez quelquefois et ils vous séduisent par leur volonté, par leur envie de faire des choses, par l'envie de changer cette Afrique-là. Autant quand ça arrive à l'Union africaine, j'ai le sentiment que ça entre dans une machine qui broie tous les projets. Je me dis, il est peut-être venu le moment de penser vraiment comment la faire, cette Union africaine, comment la rendre efficace. Parce que le sujet, il est d'actualité. La mer, c'est le lieu par excellence de notre commerce. C'est notre richesse. Mais c'est utilisé par les autres. C'est les autres qui viennent piller cette mer-là. C'est les autres qui viennent la polluer. L'insécurité qui règne dessus n'est pas de notre fait. Le manque de sûreté de la mer, de nos océans, n'est pas de notre fait. C'est une urgence de nous réapproprier cette richesse que Dieu nous a donnée. Donc, sur le thème, il n'y a pas de débat à avoir. C'est urgent. C'est urgentissime. Seulement, est-ce qu'il y aura suffisamment de volonté politique à travers
ce gros, je ne veux pas dire machin, comme l'avait dit le général de Gaulle en parlant de l'ONU, est-ce qu'il sera suffisamment efficace, cet outil, pour pouvoir prendre en main cette urgence? C'est la question que je me pose. Mais en étant ici, je vois des volontés. Et avant ça, on a discuté avec des dirigeants, avec des responsables, avec des chefs d'entreprise qui comprennent l'urgence de prendre conscience, enfin, de s'occuper de ces océans-là, de cette économie bleue. Parce que la pêche et tout ce qui va avec, toute cette richesse halieutique, est nécessaire pour notre développement. Est-ce que c'est l'Union africaine qui doit le faire? Je ne sais pas. Je suis dubitatif. Est-ce qu'il faut créer un autre outil? Je ne sais pas non plus. Mais je sais que la CEDEAO est beaucoup plus efficace que l'Union africaine, de mon point de vue, quelquefois. Ah bon? C'est mon point de vue. Ici, on circule tout à fait normalement. Il y a une libre circulation des personnes, des choses se font, des banques fonctionnent, ce qui n'est pas toujours le cas de l'Union africaine, qui ne peut pas montrer d'institution qu'elle a pu faire naître pendant toutes ces années, ou son ancêtre. Mais bon, je vais rester optimiste. Je vais rester optimiste. J'ai croisé la présidente de l'Union africaine hier, qui venait d'une visite, et elle m'a dit que c'était une vraie préoccupation et qu'on ferait des choses. Je lui accorde le bénéfice du doute. Alors, Amobé, c'est aussi le même optimisme ou alors lui, il n'est pas du tout optimiste. Moi, je suis plus pessimiste encore de lui sur la capacité de certains hommes politiques africains à assumer leurs responsabilités historiques. C'est-à-dire que l'Union africaine a montré sa défaillance à bien des égards. C'est-à-dire que quand on n'est pas en mesure soi-même de construire son propre site et de le financer, le site qui abrite l'Union africaine, il faut quand même se souvenir que c'est l'OUA, que c'est l'Éthiopie, que c'est qu'il y a un leadership qui est né en Afrique au milieu des années 1963, au milieu des années 60, et qui a suscité beaucoup d'espoir. Lorsque la voix africaine ne porte nulle part, lorsque sa jeunesse vient s'empaler sur les rives des côtes européennes et qu'on n'entend pas un responsable africain dire quelque chose, envoyer une tonalité, quand on n'est pas capable d'avoir même une journée pour le sacrifice, parce qu'on accuse toujours les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, on accuse toujours l'Occident, etc. Nous avons nos propres responsabilités qui sont majoritaires et intrinsèques. On ne peut pas continuer à ne pas avoir une journée du souvenir du don des soldats africains pour la Seconde Guerre mondiale et revendiquer que les Européens ne nous renvoient pas l'ascenseur. C'est aussi ce manque sur le franc CFA. Il y a quand même des choses incroyables. Où est l'Afrique? Sur la CPI. Donc, pour ne pas faire trop long et rendre un peu cet entretien un peu, j'allais dire, ennuyeux, je pense que nous, les acteurs, les citoyens, la société civile, à côté de l'Union africaine. Il ne faut pas jeter l'anathème, il y a forcément des fonctionnaires de très grande qualité et je les salue, mais je parle au plan organique, il y a encore beaucoup trop de défaillances. Merci, monsieur Alain Foka, monsieur Amobé, d'avoir accepté de venir sur notre plateau. On espère vous avoir à d'autres occasions au cours de cette Invitez-nous, on viendra. Belle initiative, à la faveur de cette belle initiative de cette association entre 3 chaînes de télévision majeures sur le continent, Vox Africa, Equinox Télévision, UBS News. Et donc, nous vous remercions d'avoir accepté de venir discuter pendant ce laps de temps avec nous. Chers téléspectateurs, nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis pour cette édition de Géopolis et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30. À bientôt.